Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13h, votre journal. Ce samedi, dès 6h du matin, plusieurs dizaines de milliers de militants ont investi le stade Félix-Houphouët-Boigny du Plateau et ses abords pour prendre part au premier congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. C'était en présence du président Alassane Ouattara, président du Parti unifié RHDP. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, était jeudi au groupe Fraternité Matin pour expliquer aux journalistes la politique du gouvernement en matière de gestion d'eau potable et les travaux initiés pour satisfaire les ménages. La question de la distribution était également à l'ordre du jour. 14 milliards de francs CFA sont nécessaires. C'est la fin du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Donald Trump a signé hier un accord avec le Congrès pour mettre fin temporairement à la paralysie des institutions fédérales qui dure depuis le 22 décembre. La loi signée par le président américain garantit le financement d'une partie des services fédéraux jusqu'au 15 février. Ce 26 janvier est une date historique pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Ce samedi, le groupement politique devient un parti politique. La formation présidentielle tient son premier congrès ordinaire ici à Abidjan, au stade Félix-Houphouët-Boigny. Au cours de ce congrès, les statuts et les instances définitives seront mises en place. Ce sont des dizaines de milliers de militants qui très tôt ce matin ont pris d'assaut le stade dans la commune du Plateau. Selon le comité d'organisation du Congrès, ce sont quelques 150 000 personnes qui étaient attendues à ce rassemblement pour la paix et la cohésion sociale. Venus d'Abidjan et de toutes les régions du pays, ces milliers de militants étaient en communion avec leur champion, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, lorsqu'il a fait son entrée au stade à 11h précises. Vous le voyez en image, c'est un stade Houphouët-Boigny archi-comble qui a accueilli le président du Parti unifié. Nos reporters également sont mobilisés pour la couverture de cet événement. Nous sommes en direct avec Alexis Ouedraogo qui se trouve dans l'enceinte du stade Félix-Houphouët-Boigny depuis ce matin. Alors bonjour Alexis, décrivez-nous l'ambiance qui prévaut sur place. Nous sommes présentement au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan où se tient le rendez-vous de la scène politique de cette fin de semaine, le congrès constitutif du RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Depuis 6h ce matin, les portes du stade ont ouvert. La cérémonie d'ouverture va commencer dans quelques instants. La grande chancelière Henriette Diabaté, par ailleurs vice-présidente du RHDP, l'a dit hier, c'est le point de rendez-vous du vivre ensemble, le point de rendez-vous de l'union des Ivoiriens. Dans nos éditions, les prochains détails de ce grand rendez-vous. Merci à vous, Alexis Ouedraogo. La grand-messe populaire du RHDP, c'est donc ce samedi au stade Félix-Houphouët-Boigny, comme vous avez pu le voir. Mais les travaux, eux, ont commencé en commission hier vendredi, en présence de notre reporter Herman Guivet. La cérémonie d'ouverture officielle du congrès du RHDP vient juste de s'achever. Si certains congressistes quittent la salle, d'autres y restent pour la suite des événements, les travaux en commission. Les travaux en commission, il faut savoir qu'il y a un gros travail préparatoire qui a été fait, qui a été très démocratique, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire qui a travaillé à travers les pré-congrès éclatés qui ont été organisés. Cela a été fait très sérieusement, très consciencieusement. Toutes les propositions ont été remontées et il s'agira, à travers les travaux ici, de consolider tout cela. Dans la salle, il règne une ambiance particulière. On se cherche une place pour pouvoir prendre part à ces travaux. Côté table de séance, on peaufine les derniers détails avant l'ouverture des consultations. Nous avons fait des travaux en commission pour les pré-congrès et nous les déversons aujourd'hui. Et là, nous sommes en train de nous mettre en place. Les militantes et les congressistes sont vraiment disposés. L'esprit est bien. Nous sommes contents. C'est ça les enfants du Houphouët-Boigny. Et parlant de la disposition des militants, nous retrouvons quelque part dans la foule certains visages bien connus de la sphère politique ivoirienne. Nous sommes venus pour participer aux travaux en commission, pour mettre sur pied les fonds baptismaux de ce plus grand parti, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, afin de prouver aux yeux du monde la démonstration de force du RHDP dans la paix pour un grand parti conquérant à l'orée 2020. Logé 2 étages plus bas, la commission scientifique du Congrès travaille. Nous avons voulu voir de près ce qu'il en est.
sommes le bureau du Congrès, présidé par le ministre, l'ambassadeur Bernard, et nous assurons le secret du Congrès. On préfère discuter loin de l'objectif de la caméra. Nous devons nous retirer. Mais question, en quoi consistent ces réflexions? Les commissions ont commencé à travailler. Nous sommes au secrétariat général, n'est-ce pas, du Congrès pour préparer les documents, pour préparer le rapport général. Donc avec les projets de motion et de résolution, c'est ce que vous nous avez vu en train de faire tout à l'heure chez le rapporteur général, n'est-ce pas, du Congrès, et c'est ce que nous attelons. Et dès que nous aurons fini, quand nous aurons fait la synthèse, n'est-ce pas, des travaux de toutes les commissions, nous viendrons les présenter, n'est-ce pas, devant tout le Congrès pour adoption. Retour dans la salle où les travaux ont débuté. C'est une liste de tous ceux ou celles qui ont choisi de travailler avec nous. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur, les congressistes exécutent dans la discipline leur tâche. Plusieurs délégations venues prendre part à cet événement en vue de contribuer à la mise sur pied du RHDP unifié. Voilà ce que l'on peut vous dire à l'heure qu'il est sur le premier congrès ordinaire du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Les journalistes de Côte d'Ivoire au banc des accusés à cause de l'actualité politique. Par presse interposée, ils entretiennent le débat et les écrits sont souvent durs, entraînant des ripostes tout aussi dures et discourtoises. Le tout sous les yeux d'un arbitre qui ne veut pas y assister les bras croisés. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, a initié une rencontre avec les patrons de presse qu'elle invite à plus de responsabilités. Serge Coléa était à la rencontre pour RTI. Ils sont souvent interpellés lorsque le débat en Côte d'Ivoire s'anime. En cette période où l'actualité politique gagne en intensité, l'autorité nationale de la presse pointe du doigt les journalistes, auteurs selon l'organe de régulation, de graves manquements en ce début d'année. Nous commençons à revivre ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps. Et pour prévenir cela, nous avons estimé qu'il fallait appeler les responsables des rédactions. Ce que nous attendons, c'est que nous ayons des journalistes qui ne se mettent pas à la place des acteurs politiques, qui ne se transforment pas en répondeurs automatiques, qui ne s'entre-déchirent pas. Au cours de cette rencontre, les directeurs de publication, les rédacteurs en chef et autres responsables des journaux ont été mis face à leurs responsabilités professionnelles. Il est vrai que nous sommes dans un environnement très sensible. Notre responsabilité est donc une responsabilité qui est visible partout. Il nous appartient, nous journalistes, de faire mentir ceux qui pensent que nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe. À l'observation, chaque jour, quand on regarde les titres des journaux, voilà des titres enflammés, la presse gagnerait à vraiment épouser son orthodoxie pour que le public n'ait pas la peur du lendemain. Les acteurs de la presse ont été invités à informer leurs lecteurs sans passion, dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout en se conformant aux règles de la loi sur la presse de 2017. Et heureusement, il n'y a pas que la politique qui alimente les colonnes des journaux. D'autres activités font également l'actualité, notamment l'atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui s'est ouvert hier ici à Abidjan en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. De quoi s'agit-il? Les explications de Viviane Haïm. Lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, s'est vu confier par ses pairs africains l'importante mission de champion continental pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un vaste programme pour le développement de l'Afrique durant les 50 années qui viennent. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi 25 janvier ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Cet atelier organisé par l'Union africaine en collaboration avec le gouvernement ivoirien
rassemble de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, des représentants des organisations régionales africaines ainsi que des organisations internationales. Objectif, définir un premier plan d'action pour une période d'au moins 10 ans, comme l'explique la ministre Kabaniale, qui est le point focal au plan national pour la réalisation du mandat confié au chef de l'État ivoirien par l'Union africaine. Comment l'Afrique planifie son développement sur les 50 prochaines années pour produire de la richesse par ses enfants, pour la répartir équitablement et pour faire en sorte que les Africains sortent de la pauvreté. C'est l'enjeu de cet agenda qui est un peu le repère pour les pays africains en matière de planification de leur développement à court, moyen et long terme. Le plan décennal dont le suivi a été confié au président de la République couvre la période 2014-2023. Ouvrant les travaux de l'atelier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la feuille de route confiée au champion continental par l'Union africaine, invitant l'atelier de haut niveau à l'enrichir par des propositions et recommandations. C'est le lieu pour moi de saluer le choix porté sur le président de la République de Côte d'Ivoire par ses pairs pour être le champion continental pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est un insigne honneur pour le peuple ivoirien. La feuille de route qui soutient ce mandat se décline selon les axes principaux suivants. Soutenir la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 en favorisant l'engagement des autres chefs d'État. Impulser la mise en œuvre des 14 projets phares de l'agenda 2063. Aider aussi à la mobilisation de ressources financières pour le déploiement du cadre de suivi, évaluation harmonisé. Je voudrais vous assurer du grand intérêt que le champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 attache au plein accomplissement de la haute mission qui est la sienne par la volonté donc de ses pairs. Notons que les conclusions des travaux de cet atelier de haut niveau seront soumis au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine au mois de février à Addis Abeba. Je vous le disais en titre, les journalistes de Fraternité Matin ont reçu cette semaine le ministre de l'Hydraulique. Tchagba Laurent y était pour expliquer la politique du gouvernement en matière de gestion d'eau potable et les travaux initiés pour satisfaire les ménages. Le ministre a également été interrogé sur la question de la distribution, une question qui nécessite 14 milliards de francs CFA d'investissement. Francis Boisfond. 14 milliards de francs CFA nécessaires pour résoudre la question de la distribution d'eau potable dans les ménages à Abidjan. Il s'agit de construire 200 km de canalisation dans le district. Les infrastructures existantes présentent des risques d'exploitation à certains endroits. Ces canalisations d'eau sont superposées à la canalisation d'eau usée. Donc, nous ne voulons pas prendre de risque de distribuer de l'eau à partir de ces canalisations qui sont superposées. Le gouvernement a donné l'autorisation pour que ces canalisations soient dérivées et les travaux sont en cours. C'est pourquoi nous demandons la patience des populations. À l'intérieur du pays, le programme Eau pour tous, dont les travaux sont annoncés pour ce premier trimestre, devrait apporter des réponses aux préoccupations des populations. Ce programme va coûter 200 milliards de francs CFA à l'État. Nous devons réaliser 200 châteaux d'eau dans ces chefs-lieux de sous-préfecture qui n'en ont pas. Ce programme va prendre en charge 450 000 familles, 21 000 pompes vont être réhabilitées, mais mieux, en les réhabilitant, nous allons les adapter de l'écosystème solaire pour que nous puissions traiter le problème de la pénibilité des femmes. Face aux journalistes, le ministre de l'Hydraulique a fait cette précision relativement à l'anarchie dans le secteur et à la qualité de l'eau distribuée par la SODECI dans les ménages. L'eau de la SODECI en met à la disposition de la population est une eau potable. Tous ceux qui sont en train de contrevenir aux dispositions légales puissent être ramenés à l'ordre, c'est-à-dire des privés qui font des forages bizarres, qui commencent à donner de l'eau aux populations, ce genre de choses-là, nous allons lutter contre ça. Les populations qui font des branchements parallèles sur le réseau
de manière frauduleuse, qui prennent de l'eau de ceux-ci, qui mettent dans les sachets, dans les bouteilles, qui disent que c'est de l'eau minérale, nous allons lutter contre ça, parce que ce n'est pas légal. Laurent Tchagba rassure les populations de l'engagement du gouvernement à leur offrir de l'eau potable. 1300 milliards de francs CFA devront être investis d'ici à 2020. En attendant, le gouvernement a décidé de distribuer de l'eau à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable pour faire face à l'urgence. Jeudi dernier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé ici à Abidjan un projet de mise en œuvre de contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets. Le projet vise à renforcer les réglementations dans l'industrie des déchets en Côte d'Ivoire et suivre les émissions de gaz à effet de serre. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji et Franck Quadio. Atteindre ces objectifs globaux de 28% dans le secteur des déchets avec des technologies déployées pour la préservation de l'environnement. Le gouvernement ivoirien en a fait sa préoccupation à travers le lancement d'un projet de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national CDN dans le secteur des déchets. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec la formulation de ce projet, entend améliorer les normes dans l'industrie des déchets, la santé des populations et créer des emplois. Ce projet bénéficie en réalité d'un financement du gouvernement canadien qui nous apporte un soutien pour renforcer le cadre politique de la gestion des déchets pour parvenir à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants climatiques de courte durée de vie. Le projet va permettre également à la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités en matière de valorisation. Et puis, on va avoir la création d'emplois qui sera liée à cette gestion durable des déchets. Le gouvernement canadien s'est engagé à renforcer son assistance à la mise en œuvre du projet CDN par un financement de près de 800 millions de francs CFA. C'est un projet financé par le Canada. C'est plus de 2 millions de dollars au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un projet très important parce que le projet vise à aider la Côte d'Ivoire à mieux gérer les déchets, à réduire les gaz à effet de serre des déchets, mais aussi à améliorer les opportunités économiques et sociales pour la population. Techniquement, le projet va suivre 4 phases. Il y a une phase où on va essayer de combler toutes les lacunes ou les besoins en matière de politique et réglementation. Et également, nous allons former des acteurs. Après ça, nous allons passer à une phase pilote. L'institution du projet de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national CDN dans le secteur des déchets entre dans le cadre de l'application des accords de Paris ratifiés par la Côte d'Ivoire le 4 novembre 2016. On parle à présent coopération dans le domaine de l'accréditation des établissements de la santé. Le CRESAC, le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, a décidé avec la structure DNVGL de se soutenir mutuellement dans la réalisation de leurs activités. Et pour matérialiser cette collaboration, ils ont paraphé récemment un protocole d'accord. Issa Yeo était là pour RTI. Le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, CRESAC, veut améliorer le service dans les établissements sanitaires du pays. Un protocole d'accord de coopération dans ce sens vient d'être signé avec la DNVGL, une structure germano-norvégienne. Cet accord cadre s'inscrit d'abord dans le domaine de l'accréditation des établissements de santé, mais en même temps aussi apporte la formation aux évaluateurs et puis il faut apporter la bonne information et la bonne documentation. On veut concourir à améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients au niveau de l'Afrique de manière générale, en Afrique de l'Ouest en particulier bien évidemment, et à ce titre-là le CRESAC a été le bon interlocuteur. On a déjà un protocole, des règles, des procédures, etc. qui sont déjà elles-mêmes reconnues et accréditées par l'ISQUAC. Une initiative saluée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous savez, nous voulons accroître notre réseau de soins. Nous sommes fiers de la qualité des soins que donne l'Institut de cardiologie, de même que la qualité des médicaments offerts par la NPSP. Et donc, c'est vraiment un appui que l'accord cadre apporte au CRESAC pour que nos structures puissent être vraiment des structures de qualité. L'opération d'accréditation concerne tous les établissements sanitaires publics et privés de Côte d'Ivoire.
On en vient maintenant à ces 10 jours d'action humanitaire à l'endroit des malades de Noma. Cette maladie dont le nom vient du grec dévorer, c'est une infection bactérienne qui touche principalement les jeunes enfants qui se retrouvent défigurés et rejetés de la société. À l'initiative de l'ONG Sourire un jour, des médecins venus d'Europe séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire en vue de chirurgie réparatrice faciale des personnes atteintes de cette maladie. Attention aux images qui vont suivre, certaines peuvent heurter les plus sensibles. Le Noma, ou le vrai visage de la pauvreté, est une infection gangreneuse de la bouche qui détruit les tissus mous osseux du visage. Il survient chez les enfants en bas âge en état de pauvreté. Une maladie qui déforme le visage de sa victime. Pour redonner un visage humain et le sourire à ces personnes atteintes de Noma, depuis 6 ans, l'ONG Sourire un jour vient à leur secours à travers des chirurgies réparatrices cervico-faciales. C'est des enfants qui naissent normalement, donc qui vont développer une infection bucco-dentaire. Cette infection donc va se développer dans la cavité buccale. Comme ils n'ont pas l'accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est vraiment la maladie de la pauvreté, c'est le visage de la pauvreté, qui ne pourront pas aller voir des médecins et pour pouvoir se faire soigner, même ne serait-ce qu'avec juste une ordonnance. Et même si on leur donne une ordonnance, il faut payer des antibiotiques. Et s'ils ne peuvent pas payer des antibiotiques, voilà, ce qui va évoluer vers des pertes de substances au niveau du tissu. Une mission de médecins chirurgiens, anesthésistes et infirmiers, ainsi que des bénévoles venus de la France, de l'Espagne et de la Côte d'Ivoire, apportent leur aide à cette action humanitaire. Les séquelles de Noma, c'est quelque chose d'incroyable du point de vue de malheur. C'est une personne qui n'arrive pas à être une personne. C'est une personne qui est oubliée par les siens, qui devient comme un démon dans sa société et qui n'a pas la possibilité non seulement de s'exprimer physiquement, mais psychologiquement. Donc c'est des gens qui vraiment ont tout perdu dans la vie et il faut donner un espoir à ces gens pour pouvoir avoir une vie la plus normale possible. Aujourd'hui, certains malades guéris retrouvent une vie normale. J'ai fait première opération, deuxième opération. Aujourd'hui, j'ai la tête haute. Parce qu'avant, je ne pouvais pas sortir au dehors. Je me cachais à la maison. Mais aujourd'hui, je sors, tout le monde me voit. Je souris à tout le monde. Je suis à l'aise, quoi. Ce sont 45 cas de Noma qui ont subi une opération chirurgicale au cours de cette 6e mission. Pour éviter cette maladie, il est indispensable d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C'était un reportage de Sita Soro. On prend la direction de Lomé au Togo. Dans sa volonté de gagner le pari de la mutualité pour le 21e siècle, l'Association internationale de la mutualité vient de faire adopter un document de protection sociale universelle. L'accent est mis sur l'accès aux services de santé de qualité et à des tarifs abordables. Ouattara Amadou Walter, depuis la capitale togolaise. Lomé au Togo. Après 2 jours de réflexion et d'échange, l'Association internationale de la mutualité AIM, en collaboration avec l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fait adopter un document de protection sociale universelle. C'est un acte noble qui va être aujourd'hui posé. Vous avez maintenant eu l'occasion de parcourir, de vous exprimer sur le document, sur cette plateforme. Je vais maintenant vous demander de voir si vous êtes d'accord de l'approuver. C'est un document de 27 pages dénommé « Plateforme de Lomé ». Dans l'atteinte de la couverture sanitaire, il met un accent particulier sur l'amélioration de l'accès aux services de santé de qualité et abordables. La plateforme de Lomé comprend également des recommandations et un agenda. D'ici 2063, l'Afrique doit être un continent de prospérité partagée. Les recommandations 202 et 204 incitent la promotion des soins de maternité et l'extension de la protection à travers l'aide des gouvernements. En la matière, la Côte d'Ivoire a été félicitée à Lomé pour ses bonnes actions. Et pour faire référence au thème de votre conférence, la Côte d'Ivoire est prête à faire le pari de la mutualité pour le 21e siècle à travers un engagement fort du président de la République et du gouvernement et en s'appuyant également sur les mutuelles sociales
afin de généraliser la couverture maladie universelle à toute la population. Le président de l'AIM a salué le bon déroulement des travaux au Togo. L'AIM a été et sera une plateforme de collaboration pour toutes les mutuelles de santé. Je suis sûr que cette conférence aura permis de consolider cette mission et ce rôle. J'espère que cela vous inspirera dans vos démarches mutualistes et solidaires. L'Association internationale de la mutualité est composée de fédérations de mutuelles de santé et d'organisations d'assurance maladie issues de 30 pays du monde. Elle fournit une couverture sanitaire à plus de 240 millions de personnes. De retour ici en Côte d'Ivoire, chaque année, le gouverneur du district d'Abidjan alloue une partie de son budget à l'aide sociale. Cette année, le 18 janvier dernier, ce sont plus de 14 millions de francs CFA de kits alimentaires qui ont été offerts à 14 ONG du district. Le témoignage de Franck Quadio. Des dons pour soulager les plus faibles, les moins nantis. Janvier 2019, le district autonome d'Abidjan distribue des kits alimentaires, plus de 10 tonnes d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA au bénéfice de 14 ONG et institutions sociales. Thierry, vice-gouverneur, et Adama Dosso, directeur général de la promotion humaine, au nom du gouverneur Robert Begremambé, ont à la remise des kits aux ONG réaffirmé la volonté du district de soutenir et colorer du mieux possible le quotidien des populations. Après le don dans la cour de la Pairie au plateau, la caravane de la distribution a parcouru plusieurs sites, notamment l'orphelinat Garçon de Bingéville. Là aussi, des pensionnaires et encadreurs heureux n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Notons que chaque année, 600 millions de francs CFA sont alloués aux actions sociales à travers le district autonome d'Abidjan. Le renouveau syndical des agents de fisc a organisé la semaine dernière à Cocody une assemblée générale pour insuffler un nouveau dynamisme au secteur de la fiscalité et lutter pour le respect des droits des agents de l'impôt. Pour ce premier rendez-vous de l'année, 300 agents du fisc ont répondu présents. On retrouve Franck Quadio. Ils sont venus des différentes représentations des impôts de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la première assemblée générale de l'année 2019 du renouveau syndical des agents du FIX, RESAFISC. Au nombre de 316 agents de l'impôt ont réfléchi sur leurs problèmes communs, à savoir la question du profil de carrière, la situation sociale des agents et ceux suspendus pour faute professionnelle. La plupart des agents ont compris qu'aujourd'hui, il n'y a que les syndicats qui peuvent, n'est-ce pas, les sortir de cette situation. Parce qu'un agent qui est préoccupé par les contingences immédiates, il ne peut pas travailler. Aujourd'hui, certains de nos camarades ne peuvent pas avancer. Ils sont dans l'impossibilité de passer le concours d'administrateur. Il y a aussi la question de nos camarades qui ont souscrit à un produit épargne. Non seulement les engagements qui leur ont été faits avec assurance ne peuvent plus être tenus, puis ils ne peuvent même pas espérer rentrer dans leur capital investi. Cette rencontre est considérée pour les participants comme le point de départ d'un début de solution à leurs difficultés. Créé le 4 février 2015, le renouveau syndical des agents du fisc comprend 500 membres. Il s'est assigné pour mission veiller aux intérêts matériels et moraux des agents de la Direction générale des impôts et à l'optimisation des recettes fiscales. Le Conseil national des droits de l'homme, lui, s'emploie à mieux protéger les populations contre les violations de leurs droits, d'où la tenue d'une série de formations, entre autres sur le droit pénal international et des modules sur les défenseurs des droits de l'homme. La dernière session a démarré cette semaine et elle concerne une centaine de personnes, dont des guides religieux. Les précisions de Kolo Koulibaly. C'est un programme d'éducation aux droits de l'homme que met en place le CNDHCI. Le Conseil national des droits de l'homme veut ainsi donner les outils nécessaires à ses apprenants pour garantir une meilleure protection des populations et promouvoir les droits de l'homme. La formation s'achève en avril. L'accent sur le droit international, des droits de l'homme et le droit pénal international et des modules sur, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme, des modules sur les techniques de rédaction des rapports alternatifs dus aux organes de traité seront aussi dispensés à nos 103 auditeurs qui ont fait confiance au Conseil en s'inscrivant
pour prendre part gracieusement à cette formation. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, inscrit cette formation dans la continuité. En 2018, s'est tenu le premier cycle avec 150 auditeurs. Ils ont reçu leur parchemin à l'occasion de cette nouvelle rentrée. C'est un sentiment de fierté de recevoir aujourd'hui ce certificat qui va me permettre de faire valoir ma fonction en tant qu'organisation de la société civile. Et je veux bien utiliser ce diplôme-là pour pouvoir aider l'organisation à promouvoir les droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. C'était donc important pour moi de renforcer mes capacités, mes connaissances donc en matière de droits humains. Et en tant que responsable projet, de pouvoir donc les appliquer dans la conception et la conduite des projets amenés au sein de mon organisation. La représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a prononcé la conférence inaugurale. Joséphine Charlotte Mayou-Makala a insisté sur la nécessité d'améliorer la connaissance des droits de l'homme en Afrique. Le président américain a annoncé hier vendredi avoir trouvé un accord pour permettre la réouverture temporaire du gouvernement fédéral, mettant fin au shutdown le plus long de l'histoire américaine. Donald Trump a signé le texte qui ne comprend pas le financement d'un mur à la frontière, mais dit qu'il redemandera d'ici mi-février au prix d'un autre éventuel shutdown. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a lancé victorieux. Espérons que le président a retenu la leçon. On referme cette édition avec le congrès du RHDP. Ce 26 janvier est une date historique pour le rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Ce samedi, le groupement politique devient un parti politique. La formation présidentielle tient son premier congrès ordinaire ici à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny que vous voyez, un stade plein à craquer avec près de 150 000 militants. Au cours de ce congrès, donc, les statuts et les instances définitives seront mises en place. Des dizaines de milliers de militants ont très tôt ce matin pris d'assaut le stade dans la commune du Plateau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h. Merci de nous être fidèles.